Mais rebonsoir du coup, on est contente et content de vous avoir encore avec nous. Et donc voilà, on va commencer cette petite table ronde, voilà, accompagnée par Aline Nekadi, par Marie-Ange Sangui, Agnès Cousin et Saï Izawa. Et donc on espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Donc on espère que vous avez aussi tous bien mangé, que vous êtes repus et attentifs pour cette dernière partie de l'événement, avec une petite surprise à la fin, mais je ne vous le dis pas encore. Donc cette table ronde, elle a pour but de vous montrer les divers métiers que l'on peut retrouver dans le milieu de l'espace, et aussi les différents parcours, et quelles sont les étapes, par exemple, pour devenir après chercheur, ou ingénieur, ou rédactrice en chef d'un magazine, comme on peut avoir comme exemple aujourd'hui. Donc tout d'abord, on va commencer par la toute première question. Donc elle est assez simple. Je vais vous demander de vous présenter et de me dire qu'est-ce que vous faites actuellement en tant que métier. Donc pour Aline, ça va être assez simple, vu que tu nous en as déjà parlé pendant la conférence. Mais au cas où il y aurait eu des retardataires, c'est toujours sympa. Il est passé au vert. Bonsoir, je m'appelle Aline Nekadi et je travaille à l'Agence spatiale européenne sur le programme Ariane 6. Bonsoir, je m'appelle Marie-Ange Sangui et je suis rédactrice en chef et la fondatrice du magazine Espace et Exploration. Bonsoir, je m'appelle Agnès Cousin et je suis chercheuse à l'IRAP et je travaille sur les rovers Curiosity et Perseverance. Alors bonsoir, je m'appelle Saï Izawa, je suis postdoctorante à ISAS Japon, ISAS JAXA Japon et aussi à l'Université de Pisa en Italie. Je travaille sur la mission Baby Colombo. Alors du coup, on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans le sujet et on aimerait bien qu'en fait vous nous racontiez un peu quel a été votre parcours de vie pour arriver jusqu'à ici. Donc peut-être Marie-Ange, si tu veux commencer, comment c'est que tu as eu un parcours qui a vraiment varié, voilà. Là, on va perdre tout le monde, hein, parce que le mien de parcours, c'est celui où on ne pense pas qu'on va pouvoir arriver. Aline parlait tout à l'heure des opportunités, des choses qui peuvent arriver, c'est mon cas. Puisque, après avoir raté un bac scientifique, je suis partie dans quelque chose qui n'existe plus du tout aujourd'hui, c'est lettres mathématiques, avec un niveau de mathématiques assez haut, et aussi pas mal de philo, de langue, etc. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'en troisième, et j'ai peur que ça n'ait pas tout à fait beaucoup évolué encore aujourd'hui, j'ai dit tout simplement que je voulais être pilote de chasse. Alors pour vous ramener un petit peu à mon époque, parce que ça fait un peu ancienne, c'était il y a 40 ans. C'est-à-dire il y a 40 ans, j'avais 13-14 ans, j'arrive en troisième, je dis je veux être pilote de chasse. Et là on me dit une pilote de chasse? Une fille? Non, laisse tomber. Choisis autre chose. Donc ça avait déjà mal commencé parce que comme c'était ce dont je rêvais depuis l'âge de 10 ans, je ne savais plus quoi faire, donc j'ai fait un peu n'importe quoi. Je suis partie un peu dans tous les sens. Et puis un jour, je suis rentrée dans le paramédical pendant 14 ans, mais j'ai des côtés ORL. Et ce qui est très rigolo, c'est que je me suis amusée à faire des petits trucs que des astronautes ont fait sans le savoir, et des cosmonautes aussi, c'est la chaise tournante. On fait ça pour tester les problèmes d'oreille interne et tout. Donc j'ai fait ce genre de choses, je me suis amusée avec ça pendant cette période-là. Et puis j'ai eu l'occasion de tester un truc aussi qui était venu dans ma région, à Marseille. C'était quelque chose qui s'appelait le 3 axes et qui appartenait au Space Camp de Patrick Baudry à l'époque. Et je me suis retrouvée en fait à faire un tour en 3 axes dans tous les sens et on m'a demandé de faire une multiplication et compagnie. Et quand je suis descendue du 3 axes, j'avais Patrick Baudry qui était devant moi et qui m'a dit alors qu'est-ce que tu en as pensé? J'étais toute jeune à l'époque, j'avais 20 quelques années, donc le spatial m'avait un petit peu suivi, mais sans avoir atteint. Et puis après ce parcours de paramédical, j'ai eu l'opportunité de changer complètement. J'ai commencé d'être assistante de rédaction sur un premier magazine qui a existé, magazine sur l'espace, qui était édité par un groupe parisien, qui malheureusement a arrêté ça au bout de 6 ans. C'était mon mari qui était le rédacteur en chef, et donc moi j'avais changé de métier à ce moment-là. Je l'ai rejoint, et lui il a été embauché à la Cité de l'Espace, je ne vais pas vous faire un dessin, ça vous c'est pas très loin. Et en fait, moi j'avais dit le spatial, le journalisme, plus jamais, ras-le-bol.
Sauf que, manque de peau, il revenait régulièrement de la Cité de l'Espace, la rédaction est située à Marseille, en me disant « T'as le bonjour de tel astronaute, t'as le bonjour de tel scientifique, de tel ingénieur ». Je ne vous cache pas qu'au bout d'un an ou un an et demi, ça m'a un petit peu énervée. Et là, je me suis dit « Bon, ma fille, tu as 40 et quelques années, si tu dois tenter quelque chose, bah, c'est peut-être maintenant ». Et j'ai parlé avec quelqu'un qui faisait de l'édition aussi. J'ai dit voilà, est-ce que ça vous intéresse? Ils m'ont dit oui. Et c'est comme ça qu'est né Espace et Exploration. Donc par des voies détournées, après on va dire presque une vingtaine d'années d'errance à droite et à gauche, je me suis retrouvée de nouveau dans le spatial. Alors c'était pas les avions, mais c'était quand même une passion depuis toute petite que mes parents m'avaient transmise, depuis vraiment toute jeune, la passion de l'aviation et de l'espace. Et je suis revenue vers ça. Alors, j'avais raté mon bac de maths. Là, toutes les notions que je n'avais absolument pas ingurgitées quand j'étais en terminale, comme de par hasard, je les trouvais super simples. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas compris à l'époque, d'ailleurs. Et aujourd'hui, depuis 12 ans, j'attaque la 13e année d'Espace Exploration. J'ai vu des choses extraordinaires. J'ai côtoyé des gens extraordinaires, des femmes extraordinaires, comme ici. Et voilà, je me dis qu'à un instant T, j'ai eu cette opportunité et que je l'ai saisie. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on se dise. Alors c'est un métier passion. On parlait de métier passion tout à l'heure. C'est un métier passion parce que rédactrice en chef d'un magazine qui n'est pas situé au bon endroit, c'est-à-dire Paris, ne venant pas d'une école de journalisme, et étant une femme, je peux vous dire que c'était quand même beaucoup d'handicap. Mais aujourd'hui, il existe encore. Donc, merci beaucoup Marie-Ange. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans ton parcours parce que c'est vrai que les sciences, c'est pas simple et c'est ce qui effraie le plus en ce moment les jeunes filles. Je l'ai bien vu moi quand j'étais au lycée. Dans ma classe, j'étais la seule à vouloir faire de la physique. Et même si mon professeur de physique actuellement me disait non, fais pas ça, c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour les filles. Donc moi, dans ma tête, c'était ok, je vais te prouver, je vais aller jusqu'au bout et je vais te prouver que je peux y arriver. Donc là, j'arrive vers la fin, donc je vais aller le voir bientôt et je vais lui montrer que j'y suis arrivée, exprès pour l'embêter. Et ce qui est important à montrer, c'est surtout qu'il n'y a pas qu'un seul parcours pour arriver à ses rêves. Et surtout, quand on a des difficultés dans une matière, c'est pas ça qui va nous arrêter. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est le parcours d'Agnès Cousin, qui a donc fait un parcours qui n'est pas la physique pure qu'on pourrait attendre d'une astrophysicienne. C'est vrai. Et moi non plus, j'ai pas fait un parcours tout lisse, tout droit. Moi, je voulais travailler dans le rapport avec le spatial. Je savais pas si je voulais faire de la recherche. Je crois que je savais même pas ce que c'était que le métier de chercheur. Mais depuis que j'ai 6 ans, 7 ans, tout ce qu'il y a sur Terre, ça ne m'intéressait pas. Donc je savais pas si c'était construire des fusées ou étudier les planètes. Je passais tout mon temps en CDI à recopier tous les bouquins de planétos, de trucs sur les galaxies. Enfin voilà, je connaissais ça par cœur. Et au collège, pareil, l'heure de la conseillère d'orientation est venue. Et quand j'ai dit que je voulais faire... je sais plus si j'ai dit astrophysicienne ou astronome, en fait c'est juste l'étiquette, c'est la même chose. Et elle m'a dit, ah non, il n'y a que les génies qui font ça. Et alors au collège, j'étais bonne élève, même encore en maths à cette époque-là. Donc elle avait aucune raison de me dire ça. Mais moi, je me suis pas dit, elle me dit ça parce que je suis une fille. Je me suis jamais remise en question par rapport à ça. Je me suis jamais... Jusqu'à il y a quelques années, en fait, je m'étais jamais rendu compte qu'il pouvait y avoir des différences hommes-femmes. Ça m'était pas venu à l'esprit, en fait. Mais bon, voilà, j'ai fait, si elle veut, quoi. Et j'ai continué quand même. Après, donc, j'ai fait le lycée. Effectivement, au lycée, il y a le forum des métiers, ou je sais pas quoi, et j'étais allée voir comment ça s'appelle, pour faire avion de chasse, justement, pilote de chasse. L'armée de l'air, merci. Ça m'intéressait un petit peu, c'était pas mon rêve forcément, mais ça m'intéressait. Par contre, là, effectivement, ils m'ont remballé assez directement, et ça devait être parce que j'étais une fille. Mais voilà, quoi. Et donc, j'ai fait le bac S.
Et donc la conseillère d'orientation, c'était 20 ans après toi, à peu près. Moi, ça fait un peu plus de 20 ans, ouais, déjà. Et après le bac, en fait, tout le bac, je savais toujours pas ce que je voulais faire en rapport avec l'espace, mais quoi. J'avais appelé un astrophysicien pour savoir, et il m'avait dit il faut faire une thèse en physique, voilà. Mais bon, voilà. Et au lycée, moi, mon niveau de maths et de physique était pas très très bon, surtout les maths étaient plutôt bas. Du coup, bon, je savais pas trop. Et j'ai postulé à l'Estaca, donc l'école d'Aline. Et ils m'ont prise, du coup, j'y suis allée. Et en fait, moi, ça m'a pas. C'est grâce à ça, grâce à cette erreur d'orientation pour moi. Cette année à l'Estaca, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Alors, déjà, il y avait beaucoup trop. Moi, je viens de la campagne et je sais pas, ce qu'est l'Estaca, c'est en région parisienne et c'est déjà un gros changement d'environnement. Et il y avait beaucoup de gens de mon âge, du coup, qui arrivaient en première année de prépa intégrée. Alors, c'est qu'une prépa intégrée, on n'est pas encore ingénieur quand on est en première année d'école de prépa intégrée. Et beaucoup s'imaginaient déjà ingénieur. Et quand je leur demandais, mais tu veux faire ingénieur dans quel domaine? Ils savaient pas. Et du coup, je me suis pas du tout retrouvée à leur place parce que moi, je voulais faire un truc par rapport au spatial et j'en avais rien à faire d'être ingénieur en ferroviaire ou même en aéronautique, je m'en foutais. Et du coup, voilà, j'ai fait l'année difficilement, parce que, avec ma petite moyenne de 3 peut-être en maths. Mais j'ai pas lâché l'affaire et en fait, ça a été hyper formateur. C'était pas une erreur du tout, en fait, j'ai appris plein de choses. Et c'est pendant cette époque-là où un peu difficile, certes, et je me suis dit, mais en fait, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux étudier les planètes, en fait, la surface des planètes. Tout ce qui est physique, genre atmosphère, tout ça, c'est pas pour moi. La cosmo non plus. Et moi, ce que je veux, c'est regarder les cailloux des autres planètes et comprendre comment elles sont formées, comment elles se sont développées, etc. Et voilà. Donc, grâce à ça, grâce à cette erreur de parcours, ça m'a remis un peu en ligne. Et après ça, j'ai fait une école de géologie. Alors, pourquoi une école d'ingé en géologie et pas la fac? Je pense que c'était dans l'air du temps à l'époque de faire des écoles d'ingénieurs. Si je devais le refaire, je pense que je ferais la fac plutôt qu'une école d'ingé. Mais voilà, c'est bien aussi, ça fait un backup. On se dit toujours, j'ai un diplôme d'ingénieur, du coup, si je fais pas de recherche après, c'est pas grave. Mais bon, voilà. Et après, j'ai eu des opportunités ma dernière année d'école d'ingé. Du coup, en fait, j'ai fait un double cursus. J'ai fait un master planéto à Paris. Et c'est là que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, quoi. J'ai fait un stage je devais m'occuper regarder les données des rovers, des Mars Exploration Rover, qui étaient sur Mars. Du coup, ça m'a réconfortée dans mon choix. C'est vraiment ça que je veux faire. Et les gens qui encadraient un peu le master, c'était des gens qui faisaient partie de l'équipe scientifique de l'instrument CamCam, qui a été fabriqué en partie à Toulouse, qui est sur le robot Curiosity maintenant. Et ils m'ont dit, mais tu sais, Sylvestre Maurice à Toulouse, il cherche un thésard. Tu devrais postuler. Et je regarde l'offre de thèse, et justement, il y avait marqué, on cherche un physicien. Donc je regarde un peu la fiche de poste et je me dis, c'est absolument pas pour moi ce truc. Il cherche un physicien, je suis géologue, et en plus je suis nulle en maths. C'est pas la peine. Et la personne qui gérait le master, elle me dit, mais je te promets, tu devrais postuler parce qu'il y a marqué ils cherchent un physicien, mais ils en ont marre de prendre des physiciens pour des instruments qui vont faire de la géologie quand même sur Mars. Donc tu devrais postuler, je pense que tu as tes chances. Et voilà. Et grâce à lui, entre autres, j'ai fait ma thèse sur CamCam et je suis toujours là. Du coup, maintenant, tu es à l'IRAP, c'est ça? Ouais, oui, je suis à l'IRAP. J'ai fait ma thèse je me suis arrêtée à ce stade-là, mais je fais ma thèse à l'IRAP 3 ans. Après, je suis partie 2 petites années aux États-Unis. C'était juste après l'atterrissage de Curiosity. Du coup, je suis allée chez notre collègue américain, en fait, la partie américaine de CamCam. Je n'ai pas trop changé de domaine, en fait. Et après, je suis revenue et j'ai eu la chance d'avoir le poste d'astronome adjoint. Et voilà. Donc, on remercie d'ailleurs l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de nous permettre de rencontrer ces personnes extraordinaires à chaque événement.
Voilà, donc une autre personne qui travaille aussi à l'IRAP de temps en temps, c'est Sae. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours? Ça va, je m'entends? C'est bon, ok. Alors, moi, je suis née au Japon, donc je suis japonaise et je pense que le système d'éducation est un peu différent que France. Et aussi, je ne parle pas très bien français, donc il y a des problèmes, je demanderai l'aide un peu. Alors, moi... Ah ouais. Alors, moi, quand j'étais petite, je suis vraiment intéressée d'être artiste. Pas vraiment cosmologie, pas vraiment physique. Non, pas du tout. Ouais, moi, j'aime beaucoup mémoriser les nombres de planètes dans le système solaire, mais c'est tout. J'ai lu quelques magazines, mais c'est tout. Alors, mais quand je pense que j'étais collège, je pense que je dirais. Ouais. Alors, quand j'étais collège, je pensais que peut-être je peux essayer aller à l'universitaire, être artiste. Mais quand même, je pense que peut-être j'avais pas le talent de faire. Moi, je n'étais pas vraiment sûre. Donc, moi, j'ai décidé de m'orienter à les choses que j'aime, deuxième que dessin. Et c'était physique. Donc, moi, donc après le collège, lycée, c'est normal, il n'y a pas vraiment de spécialité pour un lycée. Et universitaire, j'ai choisi département de physique. Mais, bien sûr, j'ai pris beaucoup de choses comme cosmologie et mécanisme, toutes les choses. Mais bien sûr, j'aime un peu beaucoup que cosmologie que par exemple pour matériel condense. Donc j'ai choisi de laboratoire ou d'équipe de cosmologie de faire comme théorie du Big Bang, théorie des cordes, quelque chose comme ça. C'était vraiment intéressant, mais en même temps je pensais que aussi bien sûr si je voudrais faire un peu beaucoup comme un master, un thèse. Je ne sais pas si ma théorie a fonctionné avant. Bien sûr, il prendra beaucoup de temps si votre théorie a fonctionné ou pas. Peut-être tu peux mourir avant, tu sais, résultat. C'est ça? Donc, moi, ok, je peux faire physique, la même physique, peut-être dans la cosmologie, domaine de l'astrophysique, mais un peu plus proche. C'est le système solaire. C'est comme j'ai décidé de faire d'autres choses. Et master, j'ai changé d'université. Mais normalement, au Japon, master et doctorante, tu peux continuer dans la même université. Donc, j'ai choisi le sujet de faire maths, première chose. Et moi, je crois que voilà, je vais aussi continuer mon étude sur maths après ou pendant mon test. Mais deuxième année de thèse, mon directeur de thèse japonais m'a dit que il y a des programmes que va financer parce qu'au Japon normalement l'étudiante doctorante n'est pas financée. Voilà. Mais aussi on va payer la restauration d'université, c'est comme 5 000 € par an. Donc c'est énorme, c'est astronomique. Ouais, donc moi, oui, si le programme me finançait, bien sûr. Et mes conditions est, ok, tu vas faire co-tutelle entre France, donc tu vas aller à Paris et étudier là-bas pour un an, mais tu dois finir aussi ton test dans 2 ans. Parce que moi, j'ai fait un an au Japon, donc il y a 2 ans de finir ma thèse. Voilà, ok. Mais c'était une bonne décision, bien sûr, parce que maintenant je continue de travailler parce que quand j'étais au Japon, moi, mon étude c'est bon, mais pas vraiment intéressé, pas beaucoup de communication avec d'autres collègues. Et c'est japonaise, voilà. Mais quand j'ai commencé ce jour à Paris pour un an, moi j'ai rencontré beaucoup de gens
dans le monde. Et ils sont très gentils. Donc moi, j'étais vraiment contente de travailler là-bas. Et bien sûr, c'était un peu difficile d'adapter, par exemple, aux langues, nationalités, beaucoup de discrimination. Et à Paris, c'est un peu différent, quoi. Donc, mais voilà, c'est pourquoi j'ai décidé de rester dans le domaine de sciences, recherche. Mais bien sûr, c'est d'autres choses si vous pouvez trouver les postdocs après le diplôme de doctorat. Oui, moi, heureusement, j'ai trouvé un postdoctorat à IRAP. C'était juste après j'ai fini ma soutenance thèse au Japon. Donc, 2 jours après, mon directeur IRAP m'a dit que ça y est, nous avons plaisir de prendre, faire recherche avec toi, blablabla. Moi, je suis vraiment content et j'ai décidé à venir à IRAP et travailler là-bas à 3 ans. Et aussi, les gens là-bas à IRAP et aussi d'autres collègues français, américains, vraiment, oui, gentils, sympas. Et moi, je suis vraiment, comment dire, encouragée au cours de rester. Jamais avoir la même impression au Japon. Donc, c'est pourquoi maintenant, ma affiliation est JAXA et PIS. Je voudrais rester un peu plus long en Europe. Et voilà, comme ça. C'est un très beau parcours aussi, et puis ça donne des opportunités qui sont énormes en fait, de pouvoir partir loin pour faire sa thèse, etc. Enfin, pour faire son postdoctorat et tout. Et donc voilà, il y a une dimension qui est assez internationale dans la recherche, et c'est ce qui intéresse beaucoup les gens. Mais moi, il y a une question que j'aimerais vous demander, et je ne sais pas si Aline, on te l'avait posée tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous a donné le premier souvenir que vous avez de vous être intéressé autant à l'astronomie ou au spatial? Alors, j'ai plein de souvenirs, mais ça vient, je pense, de l'enfance aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses dont je me souviens et puis peut-être d'autres, je ne sais pas, qui se sont connectées par la suite. Je me souviens que j'étais fascinée par les étoiles, parce que je viens du sud de la France, de Menton, pour ceux qui connaissent le pays des citrons. Et en fait, il fait super beau, donc l'été, t'es toujours dehors, et quand t'es petit, si t'as 3 cm de verdure dehors, tu fais une tente ou une cabane, donc voilà. Et donc, je passais mon temps à regarder les étoiles et à aller à l'Astrorama, qui était pas loin. Donc, je crois, un peu comme tu disais aussi tout à l'heure, Agnès, j'étais pas trop intéressée par ce qui se passait sur Terre. Donc, je trouvais le ciel fascinant, les nuages qui faisaient plein de trucs, les dessins incroyables, le soleil que je comprenais pas comment il était capable de nous chauffer tous. Bon, bref, je sais pas, je trouvais ça juste fantastique, le ciel, les étoiles. Et il y a aussi, je pense, les films, comme Star Wars et tout ça. Enfin, c'est bizarre de le dire, mais je me rappelle très bien être allée voir mon premier Star Wars et avoir des images, des flashs comme ça, où je me suis dit, mais je suis là-bas, moi aussi, c'est sûr. Et voilà, donc je crois que ça m'a... Je me suis dit, mais tout est possible. J'ai vu ce film-là, je me suis dit, tout est possible. Si je veux le faire, moi aussi, qu'il y a des super-héros, mais il y a des anti-héros dans le film. Donc des fois, tu te dis, si c'est pour faire ça, moi je peux le faire aussi bien, quoi. Et quand on est petit, on ne voit pas où sont les problèmes. Donc, on se dit juste que si lui, il fait simplement, on va le faire pareil, quoi. Il suffit d'appuyer sur D2, il s'allume et il fait ce que tu veux. Donc, c'est fantastique. Donc voilà, je me suis jamais... je me suis débridée à cause de ça, en fait. Et après, j'ai pas trouvé de moyen de m'arrêter là-dessus. Bizarrement.
Au final, c'est un parcours qui ressemble beaucoup à ce qu'Agnès Cousin nous a dit, où elle avait toujours été fascinée du coup par les étoiles et qu'elle ne voulait pas être sur Terre. Il y a beaucoup d'enfants qui sont fascinés des tout petits par les étoiles et à partir de là, ça fait des professions et c'est bien du coup de les encourager et de montrer qu'il n'y a pas qu'un parcours possible. Mais du coup, moi j'aimerais savoir, Marie-Ange surtout, toi, tu nous as dit que tu voulais travailler du coup dans l'armée de l'air. Mais comment ça t'est venu du coup cette passion en particulier pour l'espace? À quel moment précisément? Je dirais que c'est un petit peu comme Aline, ça remonte à la petite enfance. D'abord parce que j'ai une famille qui a toujours été fascinée et passionnée par l'espace et l'aviation. Toujours. Même mon grand-père, qui était médecin, mais qui était passionné de sciences, à la maison, quand on se retrouvait, parce qu'on avait une chance incroyable, c'est-à-dire qu'on retrouvait pendant l'été, pendant les grandes vacances, les petites vacances, Noël, toute la famille se retrouvait autour de mes grands-parents. Et on parlait de sciences, on parlait d'astronomie, on parlait de physique, on parlait de tout. Il n'y avait pas de tabou, c'est-à-dire que les adultes parlaient avec les enfants et on nous enseignait tout ça. Mon oncle était polytechnicien, mon père a fait l'ENAC. On avait ça dans le sang. Et c'est vrai que ça a toujours bercé. Et moi, ça m'est venu naturellement. Puis je me sentais pas. Enfin, j'avais des rêves où je me sentais flotter, je me sentais dans l'espace, je me sentais. Je me voyais pas être sur Terre. Bon, malheureusement, c'est raté de ce côté-là. Mais moi, ce qui m'a bercé, c'est même avant Star Wars. Et alors, ça va vous faire rire si vous les regardez aujourd'hui. Ils ont super vieilli. C'est la série Cosmos 99. Ça passait à 2h de l'après-midi le samedi. Il n'était pas question de me faire rater un épisode. Moi, j'étais complètement accro. Il y avait ça, il y avait le dessin animé, enfin, c'est de l'animation de petites poupées, c'est les Thunderbirds, qui à l'époque s'appelait Lady Penelope en français. Mais les Thunderbirds, ce sont des petites poupées où c'est toutes les sentinelles de l'air qui partent dans l'espace, etc. Moi, c'était des trucs qui me fascinaient. Et quand on est arrivé dans le sud, parce que je viens du Massif central, quand on a déménagé dans le sud, on avait un grand terrain. Mes parents avaient un grand terrain, donc dans le Var. Et en fait, je m'étais imaginé fabriquer ma cabane, et où il y avait une porte secrète. Et quand on ouvrait cette porte, on rentrait dans cette partie-là, qui était complètement futuriste, comme si c'était un vaisseau spatial. J'avais fait les plans, j'avais tout fait, j'avais une 12 ou 14 ans. Et c'était vraiment mon truc, quoi. Et puis je me suis toujours vue volant, planant, pas sur Terre. Pas sur Terre. Et c'est pour ça que j'ai voulu être pilote de chasse et que j'ai raté. Et je me suis dit, le jour où j'aurai plus mes enfants à charge définitivement, j'essaierai de passer mon brevet de pilote et de rattraper un petit peu le retard. Saïd, comment ça t'est venu? Parce que toi, tu voulais être artiste, mais comment les étoiles, et en particulier le soleil, a trouvé sa place dans ton cœur? Alors, bien sûr, c'est la même que Star Wars, peut-être Armageddon par exemple. Il y a beaucoup de films aussi. J'aime beaucoup de lire sci-fi. Donc, tous les jours, quelque chose de cosmologie, astrophysique à côté de moi. Oui, quand j'ai fait test pour licence, j'ai trouvé que c'est pas pour moi, mais je voudrais faire quelque chose dans le domaine de l'astrophysique, parce que je sais que je ne suis pas expérimentateur. Et quelque chose que je devrais faire avec mon ordinateur ou stylo ou papier. Et aussi, bien sûr, moi je m'appelle. Mais mon père est un petit peu, mais c'est pas vraiment. Mais mon père était un fan de observatoire avec l'échelle. Moi, jamais fait, mais il aime beaucoup. Donc peut-être c'est raison. Moi, je m'orientais pour l'astrophysique. Mais pas vraiment le moment exactement pour moi. Du coup, c'est mignon de voir qu'au final, parmi toutes vos quatre, au final, c'est venu dès l'enfance cette passion de l'espace et que vous vous imaginiez dans des films ou dans des scénarios de films ou de livres, que vous êtes les héros.
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle ici aujourd'hui qui peuvent se mettre par rapport à vous et se revoir enfant en train de rêver. Je pense que ça nous rassemble un peu tous. Mais si on parle un peu moins joyeux, parce que tout ça, ben voilà, c'était des rêves d'enfants, est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre parcours? Parce que voilà, vous nous avez présenté votre parcours. Bon, Marie-Ange nous a un peu expliqué que ça avait été un peu les virages dans tous les sens. Mais est-ce que voilà, vous avez eu, par exemple, des problèmes d'accessibilité par rapport au fait, justement, que vous êtes une femme dans un milieu d'hommes, où ce milieu de l'espace est un milieu où surtout les hommes travaillent et en rêvent? Je peux parler au niveau du journalisme scientifique. Il est très clair que dans les journalistes spatiales, on peut quasiment se compter sur les doigts d'une main. Voilà, on est très peu nombreuses à être spécialisées journalistes espace, et il faut vraiment faire sa place, même encore aujourd'hui. C'est vraiment... il y a peu de femmes qui sont orientées sciences, et quand on se trouve face à on va dire des ingénieurs, des scientifiques, ils n'ont pas forcément tout de suite l'œil qui se tourne vers nous. C'est-à-dire, même encore aujourd'hui, des fois, ils commencent à expliquer à l'Assemblée très masculine, et il suffit que dans ces cas-là, on mette un peu son grain de sel au milieu, et qu'on pose la question, soit la première question, soit la question qui est un peu, on va dire, poil à gratter, c'est-à-dire qui va un petit peu enquiquiner. Et là, comme de par hasard, d'un seul coup, on va se rendre compte que, ah tiens, oui, il y a une femme et puis elle n'est pas juste potiche. Voilà. Donc, même encore aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça a toujours été compliqué, mais je trouve qu'aujourd'hui, ça l'est encore. Ça me fait penser à quelque chose. Pour ma part, quand je suis arrivée dans l'industrie et même, on va dire, quand j'ai commencé ma carrière dans le spatial, j'étais la plus jeune, en fait, dans le département. Et j'étais la seule fille. Et en fait, ce qui se passe, mais que je pense qu'il s'est passé aussi à cause de moi, c'est que quand on débute, on ne sait pas, donc on pose plein de questions. On les pose à son superviseur et il est là pour ça. Et en fait, comme on est au courant qu'on ne sait pas et qu'on est en demande d'apprendre et de savoir, etc., il se peut, en tout cas c'est un peu comme ça que ça s'est passé, que la personne, elle vous réponde comme une personne inférieure. Puisque, en vrai, d'un point de vue purement technique, c'est vrai. Et à un moment donné, quand les personnes elles commencent à se connaître un petit peu, à se tutoyer, etc., la différence entre votre boss qui vous répond ou un patriarche qui vous répond, finalement, elle est assez... cette limite, elle est assez inexistante. Ça peut donner lieu... Alors, moi, je l'ai compris après, mais je ne m'en rendais pas bien compte au début parce que j'avais quelqu'un qui répondait à mes questions et je me trouvais chanceuse vachement d'être là. Mais par la suite, quand j'ai eu passé le stade des 2-3 ans, que j'ai commencé à comprendre que je comprenais des choses et que non, en fait, j'étais pas la débutante, ou même si j'étais toujours la plus jeune du département, c'est resté très longtemps, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'avais laissé s'instaurer un truc que j'avais pas finalement besoin. Et en fait, quand je m'en suis rendu compte, finalement, maintenant, ça me convenait plus. Je voulais qu'on me parle comme un collègue, non plus comme la petite débutante qui est là depuis hier. Et non, ça fait 3 ans que je suis là. Hello. Donc, du coup, un jour, je suis allée voir cette personne et puis je lui ai dit, en fait, j'aimerais maintenant que tu me parles autrement. Et je lui ai dit, ça fait... je viens de me rendre compte que ça ne me convenait pas et voilà, et ça, en fait, ça me dérange. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il
c'est qu'il n'avait pas de problème à me parler autrement. C'est juste que il était comme moi, il a suivi. Et en fait, c'était pas un psychopathe, c'était pas un pervers narcissique, c'est juste que il faut qu'on se parle et il fallait dire quelque chose, et tant qu'on dit rien, et ça peut pas changer. Et donc après, ça s'est très bien passé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut se mettre en place, et ça se mettra en place jusqu'à ce que les choses soient dites. Et après, une fois qu'elles sont dites, si on tombe sur des gens intelligents, ces gens-là, ils comprennent très bien, il n'y a pas de souci, ils sont autant désolés que moi de le dire, donc voilà. Et j'ai trouvé ça, en fait, finalement, très représentatif de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on peut tomber sur des bonnes personnes, et après, ça se règle, comme on pourrait tomber sur des mauvaises personnes, et puis là, ça s'envenime, et puis vous vous sentez encore plus nul, et puis alors là, vous retombez dans un complexe d'infériorité de fou. Mais je pense que le fait d'en parler, d'en prendre conscience et de se dire ouais, mais ça peut m'aller pendant un moment, puis après, en fait, vous savez quoi, on a tous évolué, donc maintenant faut se comporter en évoluant, parce que sinon dans 10 ans on se parle encore comme si j'étais le bébé de service, quoi. Et voilà, donc ça c'était un truc qui m'a marqué. Il y a une notion qui revient beaucoup dans ce dont on a parlé, c'est le fait de se sentir seule, de sentir oui, alors je suis la seule fille, ou alors on n'est pas nombreuses à être rédactrice en chef. Et en fait, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Quand je regarde la proportion de filles dans les masters scientifiques de la fac, l'année dernière en physique fondamentale, il y avait une seule fille. Et c'est une notion qui continue de perdurer en fait. Et je crois qu'en fait, la séparation, elle se fait dès l'arrivée au collège entre les garçons et les filles, où à partir du moment où elles se sentent inférieures, elles ne vont plus se sentir capables de faire des sciences. Et c'est un truc qui continue de perdurer et qui doit changer. Je sais que la plupart des centres de recherche, etc., en sont conscients. Mais c'est quand même quelque chose qui perdure, et il y a quand même une évolution qui doit avoir lieu. Est-ce que vous avez constaté une différence par rapport à ça entre le début de votre carrière et aujourd'hui, ou depuis il y a 20 ans sur l'évolution de comment on perçoit la place des femmes dans le milieu scientifique Moi, la différence que je pourrais voir, c'est que il y a 40 ans, on m'a dit une fille devenir pilote de chasse, c'est non. Il vient d'y avoir une nouvelle sélection d'astronautes européennes. Une Française a été sélectionnée, et cette Française, c'est Sophie Adenau, qui est même pilote d'essai hélicoptère. Donc il y a une différence quand même, ça a évolué, même si c'est encore un petit peu compliqué, ça a quand même évolué. Je pense que ce qui est important, c'est que, et c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a cette barrière qui se fait souvent au collège, et les jeunes filles se font des blocages toutes seules. J'ai discuté avec quelqu'un qui s'occupe des ressources humaines à l'Agence spatiale européenne, et qui m'a dit que, en fait, quand ils font les sélections, et même quand ils font des recherches de personnes pour des postes, à fiche de poste égale, il y a, mettons, 10 cases à remplir. Un homme, il remplit 2 cases sur 10, il se dit « je me présente ». Une femme a cette espèce de retenue, cette espèce de blocage qui fait que si elle ne voit pas les 10 cases remplies, elle ne va pas oser se présenter. Et c'est là qu'est le problème. Et ça, par exemple, l'astronaute Claudie Aigneret en parle aussi très bien. Elle dit « les jeunes femmes se mettent des barrières là où des fois il n'y en a pas ». Il faut absolument arrêter avec ça. Il faut foncer. Il faut... on vous dit ça va être compliqué. Ok, ça va être compliqué. Ben, j'essaye quand même. Je réussis, tant mieux. Je rate, j'ai appris quelque chose et je bifurque sur autre chose qui va peut-être me permettre d'arriver au point que je voulais atteindre. C'est-à-dire, au lieu de passer par la grande porte, ben, je vais passer par la petite porte, les petits escaliers et arriver par l'autre petite porte. Voilà, c'est tout. Donc il faut absolument ne pas se mettre des barrières. On a envie de quelque chose, il faut essayer, il faut tenter, il faut... voilà. Et puis si on vous dit ah oui, mais ça c'est plutôt... tu comprends? Non, je comprends pas. Il y a plutôt que des hommes, enfin c'est plutôt masculin. Et, voilà, et
Il n'y a pas de femmes? Ben, tu sais quoi? Je serai la première. Voilà, c'est tout. Faut pas se laisser faire. Sur l'évolution, de mon côté, donc ça fait 10 ans, avec une petite pause, mais ça fait 10 ans que je suis à l'IRAP à peu près. Et ben, ça fait 10 ans que je suis la seule fille dans mon équipe. Et en fait, je sais pas comment c'était quand je suis arrivée en thèse, parce que bah, déjà j'étais que en thèse, enfin que entre guillemets, mais j'étais pas là forcément pour y rester, quoi. Donc c'était un peu différent. Mais ces dernières années, effectivement, alors moi ça me pose aucun problème et on me le fait pas noter tous les jours, quoi. Mais on fait tout, où on essaye d'attirer des filles. Ce qui n'est pas toujours facile, quoi, parce que on a discuté un peu quelles sont les stratégies pour avoir un peu plus de filles, mais par exemple quand on ouvre des offres de stage ou quand on a la chance d'avoir une bourse pour avoir un sujet de thèse, on prend aussi ce qui se présente. Et après, donc on a eu la discussion il n'y a pas très longtemps là, avec les collègues, est-ce que on va favoriser des filles ou pas. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Nous on s'est posé la question, on n'a pas trop conclu. Quelqu'un a émis l'idée que si on avait 2 CV à compétences égales, donc un pour un homme et un autre pour une femme, on prendrait plutôt la femme. Franchement, l'occasion s'est pas présentée et ça dépend aussi du feeling qu'on a avec le candidat. Comme Aline disait, quand on va à un entretien d'embauche, l'environnement aussi est important et voilà, ça s'est pas présenté. Ce qu'on fait aussi, c'est que, alors ça, je comprends la chose, je sais pas, c'est pas toujours facile à gérer, je trouve. Mais dans l'équipe, c'est un peu médiatisé certaines fois. Enfin, il y a eu l'atterrissage de Persévérance, etc. Et du coup, on essaye de mettre plus en avant parce que je suis la seule fille de l'équipe. Donc ça, c'est important pour montrer au grand public en général, pour toucher les jeunes filles, leur montrer qu'il y a des filles dans ce domaine-là. Mais c'est aussi un peu délicat, je trouve. Mais en tout cas, à l'atterrissage de Curiosity il y a 10 ans, on mettait pas autant les femmes en avant. Voilà. Avec Persévérance, c'est puissance 10. Du coup, je pense que vraiment, en tout cas en Planéto, dans mon équipe, et côté américain aussi, ça a énormément évolué là-dessus. On parlait de Persévérance, de l'atterrissage, et où tu dis que ça a évolué. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote qui est très rigolote. C'est que jusqu'à l'atterrissage de Persévérance, en fait, on ne s'était pas rendu compte qu'il existait un magazine français, fait en France, uniquement sur l'espace. Et en plus, bon, il était à Marseille, donc c'était vraiment compliqué. Donc personne ne le savait. Et puis pour Persévérance, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Quelqu'un a découvert sur une chaîne de télé que j'existais. Donc on m'a pris, alors il faut être très clair, j'ai été un petit peu la roue de secours, parce qu'on m'a appelé un lundi à 11h du matin pour qu'à 20h je sois sur un plateau télé à Paris. Donc autant vous dire que ça a été un petit peu rapide. Mais là, j'ai commencé de rentrer sur les plateaux télé, et puis bon, je convenais, ça me plaisait. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a lâché quelque chose, pour ne pas les nommer, c'est BFM. Ils m'ont dit, et puis TF1 m'a confirmé la même chose, France Télévisions exactement pareil, en fait, les télévisions se sont fait taper sur les doigts, littéralement, parce que dans toutes les émissions scientifiques, ils n'invitaient que des hommes. Voilà, il n'y avait que des scientifiques, des ingénieurs, ça n'était que des hommes, des plateaux télé qui n'étaient qu'avec des hommes. Moi, je me souviens, par exemple, les émissions C'est dans l'air de Yves Calvi, il n'y avait pas une seule femme. Quand on parlait d'espace, il n'y avait pas une seule femme. Et en fait, ils se sont fait taper sur les doigts, littéralement par le CSA, qui leur a dit, c'est le Conseil de surveillance de l'audiovisuel, il me semble, qui leur a dit, écoutez, désolé, mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Donc il faut maintenant que vous débrouillez pour inviter des femmes. Oui, mais alors il y a des milieux
journalistes, scientifiques, spécialisés, espace, où les femmes, ben, vous n'en avez pas beaucoup. Donc c'est là que d'un seul coup, ils m'ont découverte, par hasard. Mais alors, ça a évolué pourquoi, aujourd'hui, de ce côté-là? Parce que un conseil de surveillance est venu taper sur les doigts des chaînes de télé. Voilà. Pour faire évoluer et pour que les femmes soient enfin reconnues comme étant des personnes qui sont capables de parler de science à la télévision ou à la radio. C'est vrai que c'est un truc que j'ai vu aussi évoluer avec le temps, cette présence des femmes à la télévision, parce que moi, la première mission spatiale que j'ai vraiment suivie quand j'étais petite, c'est la première fois que je suis allée à la Cité de l'Espace, ils faisaient une exposition sur Philae Rosetta. Donc moi j'étais très petite à ce moment-là, et vraiment donc j'ai suivi la mission jusqu'au bout. Sauf qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui parlait, c'était un mec. Et à chaque fois que je regardais une émission, c'était des mecs. Et au final, en arrivant en licence, etc., j'ai rencontré donc plein de filles qui étaient dans le spatial, et je me suis dit, mais en fait, il y en a. Et j'avais l'impression, et j'ai l'impression aujourd'hui, de croiser autant de filles que d'hommes dans ma vie. Et on a eu cette discussion récemment avec des personnes que je fréquente, en fait, de cette histoire de quotas, sur le fait que est-ce qu'on va recruter autant d'hommes que de femmes pour faire une parité, ou est-ce qu'on va aller chercher la femme pour la faire parler, mais comme tu disais, pour montrer que ça existe. Et je pense qu'il y a cette notion de... Il faut mettre beaucoup les choses en avant au début pour qu'il y ait une transition qui se fasse, et pour qu'après les choses elles s'améliorent. Même si c'est un peu forcé au départ, j'ai l'impression qu'il y a une amélioration avec le temps quand même. Et qu'aujourd'hui les petites filles elles arrivent mieux à s'identifier à quelqu'un au final. Je peux vous poser une question? Oui. Je ne sais pas si vous connaissez la loi Copé-Zimmermann. La loi Copé-Zimmermann, il y a 12 ans maintenant, en 2011, a instauré l'obligation progressive pour les entreprises cotées en France d'avoir une parité dans les conseils d'administration des entreprises françaises. C'était perçu comme quelque chose de un peu violent pour le patriarcat du patronat français. Et sauf que c'est aujourd'hui un succès mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé dans les sociétés du SBF 120 à avoir 46% des administratrices, 46% des administrateurs qui sont des femmes, en fait, dans les conseils d'administration donc des sociétés, des 120 plus grosses sociétés françaises. Donc, ce qui m'amène quand même à dire que, par rapport aux remarques que vous avez faites, c'est bien de laisser le temps au temps, mais des fois forcer des choses à contre-courant de ce que veut la majorité dominante est particulièrement efficace. Enfin, c'est juste un point de vue personnel. Hein. Après, le forcer dans le milieu de la recherche, dans l'enseignement supérieur, il y a bien sûr d'autres enjeux, mais aujourd'hui, la loi Copé-Zimmermann est perçue comme un succès à échelle mondiale, en fait. Donc, comme quoi, et évidemment, sans nuire à l'efficacité économique et à la performance de ces entreprises. Hein. Évidemment, c'est du bon sens, mais c'est même plutôt au contraire. En fait, des études de la Harvard Business Review ont montré que la diversité en genre et en origine des conseils d'administration ont une causalité directe dans la performance globale des entreprises. Et a été quantifiée, je n'ai pas l'étude en tête, dans plusieurs pourcents. C'est même à 2 chiffres, il me semble. C'est genre 15-20%. Voilà, c'est juste pour le partage. Ouais, mais vous vous rendez compte que c'est quand même un peu terrible d'être obligé d'en arriver à ça. Alors ça a été violent, mais ça a été efficace. Moi, le fait qu'aujourd'hui je sois officiellement consultante pour les chaînes de télé, c'est justement grâce au CSA. C'est qu'à un moment donné, on leur a dit ça ne va pas, il faut la parité, et ils ont cherché des femmes qui pouvaient parler de spatial, parce que sinon ils restaient sur leur petit train-train quotidien, de toujours les mêmes personnes, qui parlaient toujours de la même façon, et si possible d'un certain âge aussi. Donc c'est triste. Alors à la fois c'est bien qu'il y ait ces lois, hein, c'est parce que ça force à un moment donné. Moi, ce que j'aimerais dans mon monde idéal, c'est que ça soit naturel, que ça se fasse tout seul. On ne devrait même pas regarder quel est le genre, quelle est la couleur, quel est l'âge. On devrait juste regarder les compétences. Mais ça, c'est un monde idéal. C'est sûr qu'il faut toujours commencer par une petite révolution pour faire avancer les choses. Il y a des femmes qui sont mortes pour qu'on ait le droit de voter.
Et si elles n'étaient pas mortes pour ça, ben on serait genre toujours considéré comme moins que rien. Genre la moitié de la population serait toujours considérée comme moins que rien. Et donc même si c'est du forçage, même si c'est des lois qui peuvent paraître un peu radicales, parfois il y en a besoin pour pouvoir avancer. Et justement, on a noté une question qu'on a trouvée très intéressante, c'est vous demander aussi où est-ce que vous voyez, que ce soit dans la recherche ou dans le spatial, etc., genre dans 10 ans, où est-ce que vous vous voyez? Oui. Oui, parce qu'on le voit là, par exemple. Donc, ce monsieur nous a bien dit qu'il y a eu cette loi qui est apparue en 2011-2012. Donc maintenant, il y a à peu près 10 ans qui a permis cette évolution. Où est-ce que vous voyez, voilà, dans 10 ans, à peu près le même intervalle de temps dans vos métiers et avec l'avancée qu'il y a actuellement? Alors moi, je suis une rêveuse, hein, donc ça va forcément être un truc un peu comme moi, quoi. Moi, j'aimerais bien, donc admettons que tout se passe bien pour Ariane 6, qu'elle ait une vie et tout ça, commencement, une fin, enfin voilà, une exploitation dans les années qui suivent. Je rêverais bien d'être le Jim Kranz du Centre spatial guyanais. Voilà, la directeur des opérations pour traduire. Ça, voilà. Je cherche pas un jugement, hein, parce que sinon vous allez tous lever les yeux au ciel. C'est mon kiff, c'est tout. Alors moi, dans 10 ans, parce que je suis quand même la doyenne hein, ici, donc dans 10 ans, je ne serai toujours pas à la retraite. Et franchement, j'aimerais faire partie de... J'aimerais être une rédactrice en chef qui a eu l'opportunité d'être super sponsorisée et d'être allée dans la station. Je garde ce rêve. Je me dis, allez, dans 10 ans, on ne sait jamais. Alors, soit le mag est un super succès, hein, donc n'hésitez pas à en parler pour qu'il y ait plein d'abonnements, ça m'aiderait. Et soit je trouve des industriels super sympas qui arrivent à mettre des sous et qui me permettent de partir dans la station pour un petit séjour. J'avoue que ça serait vraiment mon kiff intégral. Ça. J'ai déjà testé la pesanteur avec les vols 0G. Et ouais, je partirais bien un petit peu là-haut. Je me verrais bien, en fait, en train de faire un live depuis là-haut, en train d'expliquer, de commenter comment ça se passe là-haut. Ça serait le top, ça. Je sais pas trop ce que je ferai dans 10 ans. Je suis bien là où je suis. Ils m'ont pas pris comme astronaute, donc... non, je sais pas. Ouais, non, je crois pas. Je serai toujours aussi nulle en maths au prochain tour de sélection. Moi, je suis bien à mon poste, en fait. On me pousse pour avancer. Mais voilà, je suis en train de devenir un responsable scientifique de Supercam. Déjà, c'est cool, je trouve. Et d'ici 10 ans, je me fais peut-être le challenge de monter un peu une manip pour les prochains types d'exploration. La NASA, ils ont un peu fini l'exploration martienne avec le retour d'échantillons. Du coup, voilà, avoir des projets, avoir un peu aller explorer les océans des mondes glacés, des satellites, des géantes. Ça peut être pas mal, on a quelques idées. Ça peut être un bon challenge, on va dire, voilà. Alors, je pense que la question c'est un peu plus compliqué pour moi parce que je sais plus je suis ici. Mais voilà, enfin, 10 ans. Vraiment, je sais pas, je suis juste postdoc ici. Donc peut-être... alors, il y a 10 ans, bien sûr, j'étais étudiant. Mais maintenant, je vais faire un postdoc ici dans le domaine des sciences. Et 10 ans... J'espère je vais obtenir le poste permanent et rester dans les sciences. Sinon, je vais quitter. Donc, c'est la première chose, ouais, vraiment, je ouais. Aussi, je voudrais, comment dire,
j'ai pas trouvé les mots. Prouver. Prouver que je fais quelque chose dans les sciences. Par exemple, en tant que postdoc japonaise, c'est un peu différent que postdoc en France, ou postdoc français. Et normalement, si vous êtes jeune femme, normalement, les gens ne donnaient pas position responsable, comme principal investigateur ou co-investigateur de l'instrument dans la mission spatiale. Donc ça, c'est quelque chose, disons, je voudrais prouver, bien sûr, femmes, vous pouvez faire la même chose que les hommes. Plus jeunes, c'est possible. Donc, bien sûr, la première chose, je dois rester dans le science, mais si en cas, oui, peut-être je voudrais être la PI de quelques instruments ou missions, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un exercice, voilà, que cette question qu'on vous a demandé, c'est la question qui est posée dans tout entretien, surtout aux étudiants, car ça nous demande de nous projeter, et la réponse souvent à cette question est fatidique pour l'issue de l'entretien. Donc voilà, ça permet d'avoir un exemple de comment on répond, et ça laisse aussi une place au rêve, et je te souhaite, voilà, ça est, de rester vraiment dans la recherche et de devenir PI un jour. Et du coup, on va bientôt clôturer cette table ronde. Mais avant tout, j'ai une dernière question pour vous. Quel est votre message à toutes les petites filles qui rêvent d'espace et qui ont envie de se lancer mais qui n'osent pas? Pourquoi? Juste se demander si c'est quelqu'un qui nous freine ou pourquoi on ne tente pas et pourquoi on se refuse de rêver grand. S'il n'y a pas de réponse, faut arrêter d'écouter cette petite voix qu'on a à côté qui nous dit de surtout pas faire de vagues, rien dire, rentrer dans le moule, sourire, être belle. Ok, et what else? On peut faire autre chose aussi, où on est super multitâche. Aucun problème. Voilà. Moi, je leur dirais tout simplement, osez, essayez, faites. On vous dit que c'est pas possible? D'accord, prouvez que c'est pas vrai. C'est tout. Rien que par esprit de contradiction, hein, de toute façon. Déjà pour commencer, tu peux pas? Ok, d'accord, mais je vais quand même le faire. Voilà. Ça me met pas en danger, ça met personne en danger. J'ai envie, donc j'essaye. Voilà. Surtout ne pas se mettre de frein. J'interviens beaucoup au niveau de collège, de lycée, entre autres quand on faisait Astro Jeune. Beaucoup voilà, tout ce que je peux voir, tous les enfants, tous les jeunes que je peux voir au niveau des conférences, et surtout les jeunes filles et les petites filles, je leur dis, ça vous plaît? Allez-y, foncez, essayez, ne vous laissez pas arrêter, surtout pas, continuez. C'est le même message. Faut pas. Enfin, même, j'ai envie de dire, vous posez pas de questions, quoi. Vous avez envie de faire un truc, peu importe que vous soyez une femme ou pas, on s'en fiche. Vous y allez, quitte à. Voilà, moi, si j'ai eu des remarques quand j'étais petite, genre, il y a que les génies qui font ça, je me suis jamais posé la question si c'était parce que j'étais une fille ou pas qu'on m'avait dit ça. Mais j'ai réalisé ça il y a moins de 10 ans, quoi. C'est vraiment, mais vous posez pas ces questions-là, quoi. Allez-y, quoi. Oui, c'est la même aussi. Allez-y, juste comme ça, parce que les gens peuvent dire toutes les choses, c'est ça. Mais c'est ta vie, et c'est toi qui vas choisir des choses. Et normalement, les gens qui vont faire quelque chose, ah non, tu peux le faire parce que c'est pas pour femmes, quelque chose comme ça. Non, les gens, c'est pas vraiment important pour toi. Donc, allez-y et essayez, continuez. Ouais, le même message. Et merci beaucoup pour ce message, parce que je pense qu'on devrait vous écouter un peu plus. Voilà. Donc, je pense qu'on va peut-être clôturer ici l'échange des questions que nous, on vous a posées. Et par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà.
peux essayer de parler peut-être. Ok, ouais, ça marche. Je me demandais, alors moi je suis pas du tout du milieu, je suis tout et je me demandais si le fait qu'une femme apportait une particularité à votre façon d'occuper vos fonctions. Moi, ouais, carrément. Enfin, dans l'équipe, c'est pas moi qui me dis tiens, je suis une femme, il faut que je fasse ma fonction comme ci, comme ça, mais dans l'équipe, on me dit souvent heureusement que t'es là, t'amènes un petit peu de dynamique, quand tu souris, même si c'est une journée de merde, tout va bien, voilà quoi. Donc je sais que c'est peut-être aussi un peu mon rôle, entre guillemets. Après, c'est ma personnalité, quoi. Je rigole tout le temps et tout. Si j'étais une personne peut-être un peu plus fermée, je me forcerais pas à sourire au labo. Mais je sais que quand on est ensemble et tout, peut-être je me pose un peu plus la question. Je me dis tiens, je vais les faire rire, mais je me dis pas je suis la seule fille dans l'équipe, il faut que je fasse ça. Absolument pas. Mais voilà, après, est-ce que c'est à cause de ça ou si c'est simplement moi, ma personnalité par rapport à la personnalité des autres de l'équipe, voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Disons que moi, au début, ça a été vraiment un handicap, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est souvent quand on est en déplacement un peu en troupeau de journalistes, où je suis la seule femme au milieu, souvent, maintenant, ils s'appuient sur moi ou ils me demandent des choses. Et puis, quand il y a des trucs d'organisation, je leur dis non, mais les gars, si on fait comme ça, là, on va pas réussir à tout voir. Ah oui, heureusement qu'on a une femme avec nous parce qu'au moins, elle savent organiser. Voilà. Donc, quelque part, ça apporte un petit plus. À la limite, de temps en temps, maintenant, je les considère un peu comme des gosses, quoi. Quand je leur dis, oui, non, mais vous êtes tous des gamins. Bon, la plupart sont 2,50 m au-dessus de moi, bien sûr, en plus. Mais c'est vrai que ça a été un handicap. Ça reste un handicap aujourd'hui, il faut être très clair, parce qu'il y a peu de journalistes scientifiques et spécialisés espace. Mais ça commence... Enfin, je m'en sers aussi. C'est-à-dire que maintenant, je me sers de cette différence pour les pousser, passer devant, voilà. Et puis les maltraiter, soyons très clairs. Je n'hésite pas à les bousculer maintenant, parce que il faut faire sa place. Voilà, il faut faire sa place. Alors pour compléter un peu ce que disait Marie-Ange sur ce que moi aussi ça m'apporte d'être une femme dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes, c'est sûrement d'avoir moins... Alors ce qui est compliqué, c'est qu'il y a souvent des analyses techniques qu'une fois qu'elles sont finies, il faut aller convaincre des managers et des décideurs avec un argument technique, mais aussi avec des éléments qui sont transformés en miroir programmatique. Donc combien de temps ça va prendre, est-ce que ça va être compliqué, combien de personnes il faut, combien ça va coûter. Il faut réussir à faire la fonction de transfert entre le besoin technique et pourquoi ça vaut le coup de le faire pour se lancer, pour la compagnie. Et donc souvent pour la création de ces argumentaires-là, il faut avoir des arguments chocs. Et ce que moi ça m'apporte de pouvoir finalement être au milieu d'hommes, c'est que du coup je n'ai aucun état d'âme pour y aller comme une brute quand je dois dérouler mes critères, mes rationnels, mes arguments et expliquer à quel point c'est nécessaire. Alors, et je lâche pas, enfin voilà, je suis convaincue, donc du coup je vais y aller et je vais peut-être d'ailleurs être assez pushy, alors que finalement je crois qu'en étant un homme ils sont moins pushy parce que sinon ça serait trop bizarre s'ils s'énervaient tous, ça ferait je sais pas, alors que je pense que du coup ça me libère de pouvoir moi aussi mettre mes arguments sur la table et y aller franco, ça me donne une sorte de liberté de ce côté-là, c'est intéressant, je trouve.
c'est concernant le domaine de la recherche en fondamentale en mathématiques. Est-ce que la parité homme-femme est beaucoup plus faible dans ce domaine-là que dans les autres domaines de la recherche? Mathématiques fondamentales. Ouais, c'est tout ce que j'aime pas. Non, je sais pas s'il y en a dans l'assemblée qui sont en recherche en maths. De mon côté au laboratoire, c'est pas trop de mon côté, donc ça je sais pas dire. Je sais pas si tu sais, ça. Mais je crois qu'en fait personne ne voit les mathématiciens, ils sont cachés. Mais... donc, je pense pas qu'on pourra répondre à ta question. Je peux vous donner les statistiques actuelles des prépas PSI et PCSI à Paris. C'est de l'ordre de... C'est dans les 40-50% de filles en PCSI et c'est moins de 30%, voire 20% en MPSI. Donc déjà, en fait, c'est la remarque qui était faite, c'est que on a... En fait, il y a une autocensure déjà. C'est pas le reflet de choix non plus volontaire, c'est aussi le reflet d'autocensure beaucoup. Donc après, je suis pas sociologue. Puis je pense que, moi je sais que j'ai des profs qui m'ont déjà dit, mais de toute manière, tu réussiras jamais en maths. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent et qu'on dit souvent à ceux qui réussissent pas trop en cours, c'est tout ça, dire les mathématiques, c'est pas fait pour toi. Et donc j'ai eu un professeur qui m'a dit ça l'année dernière. Et du coup, bon, j'ai redoublé, voilà. Et de la matière où j'avais 6 de moyenne, je suis passée à 16. Et du coup, j'ai un peu hâte qu'il voit mon bulletin. Mais je pense que ouais, les mathématiques, c'est compliqué parce que ça perd vite les gens. Dans le sens où la marche entre le lycée et la fac aujourd'hui en maths, elle est énorme, donc ça dégoûte vite les gens. Je sais que moi, dans ma promotion, il y avait beaucoup de filles en L1 qui voulaient partir en mathématiques. Et je pense honnêtement que la moitié voulait partir en maths. Et dès les 3 premiers mois de fac, elles se sont réorientées en physique. Donc voilà. Après, comme tu as dit, même avant la fac, c'est surtout au collège et au lycée où on voit cette barrière au niveau des maths. On voit que très vite, les filles, les maths, c'est catastrophique. Surtout, ne parlez pas de maths, c'est l'horreur. Et moi, j'interviens assez régulièrement. Alors bon, pas depuis 4 ans, parce qu'avec le Covid, il y a eu pas mal d'arrêts, mais j'intervenais dans mon ancien lycée, parce que depuis 40 ans, je vais toujours dans mon ancien lycée. Et au niveau des élèves, je discutais entre autres avec le directeur, les profs de maths, profs de physique, etc. Et il me disait que, en plus, on s'est arrêté juste au moment où il y a eu cette fameuse réforme qui, j'ai l'impression, a fait une jolie catastrophe au bac. Alors, il n'y a plus de bac S, enfin, oui, il n'y a plus de terminal S, il y a plus de... C'est un espèce de gros magma avec des options et autres, qui a l'air de faire pas mal de dégâts. Et je vois les professeurs et le directeur d'école me disaient que jusqu'en terminale, donc scientifique, terminale S, l'ancienne terminale S, ils avaient plus de jeunes femmes, plus de filles que de garçons. Et que par un espèce de miracle bizarre, au moment de passer dans les études sup, ça s'inversait. C'est-à-dire que quasiment tous les garçons de la terminale scientifique qui réussissaient leur bac partaient vers une carrière scientifique. En revanche, toutes les filles qui souvent avaient des meilleures moyennes et avaient des mentions ne partaient pas en carrière scientifique, mais partaient sur d'autres trucs, du Sciences Po, de l'économie, enfin des trucs bizarres. Et il disait, c'est vraiment dommage parce qu'on manque de personnes dans les sciences et toutes ces jeunes femmes qui sont du potentiel dans les sciences s'autocensurent, c'est toujours la même chose, s'autocensurent et partent vers des carrières parce qu'elles pensent qu'elles ne vont pas pouvoir continuer dans les sciences vers des doctorats, vers de la recherche et tout ça. Et c'est dommage parce qu'il y a un moment donné quand même, les jeunes filles ont encore un petit peu confiance en elles pour aller vers une carrière scientifique et juste après bac, pouf, ça disparaît. Donc c'est là qu'il faut... Je pense qu'il y a une rééducation quelque part, c'est au niveau des enseignants, c'est au niveau des parents aussi. On a un rôle à jouer, nous, en tant que parents. Alors bon, je ne sais pas qui a des enfants là.
Et ben voilà, je suis la seule. Bon, moi j'ai 2 enfants. Là, il y en a un qui va avoir 22 ans et l'autre qui va avoir 25 ans. Et c'est vrai que depuis le début, on leur a jamais mis une barrière. D'abord, on n'a jamais fait de différence entre... J'ai une fille et un garçon. On n'a jamais fait de différence entre les deux. On leur a pas mis de barrière. On leur a dit, vous devez faire ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Et je pense que c'est ça aussi, quand on est parent, on a un rôle à jouer pour pousser au moins nos filles à regarder les carrières scientifiques. Et si elles ont envie d'avoir une carrière scientifique, il faut les aider dans cette démarche. Il ne faut surtout pas leur dire « Ouh, tu sais, ça va être compliqué, ma fille. » Non, non. Tu veux faire ça? Tu le fais. Moi, ma fille, à un moment donné, voulait être archéologue. Je dis « Ça va être compliqué, mais si tu veux, on va t'aider. » Puis après, elle a voulu être médecin. Alors, il y a eu archéologue. Archéologue, ensuite, elle a voulu être géologue lunaire. Non, ça... Et puis, c'est le moment où le programme... le premier programme Artemis, avec Arès 1X, etc., donc il y a plus de 10 ans en arrière, a été sabré et arrêté. Donc programme lunaire terminé, et on fait juste un peu de martien et on revient autour de la Terre. Et là, ma fille, désespérée, maman, on part plus sur la Lune. À quoi ça sert que je sois géologue lunaire? Donc elle m'a dit, ben, je vais être médecin. Et puis finalement, rien du tout de tout ça, elle est partie sur autre chose. Je lui ai dit, le plus important, c'est que tu fasses ce qui te plaise. Et nous, en tant que parents, hein, alors vous avez tous du temps, pour certains non, vous êtes déjà parents, mais on se doit de dire à nos enfants, peu importe ce que tu veux faire, et si ce sont des filles, leur dire, tu as envie d'une carrière scientifique, fais-le. Pourquoi tu ne le ferais pas? Voilà. Et quoi qu'on te dise autour de toi, n'écoute pas. Ça te plaît, vas-y. On a ce rôle-là à jouer, nous aussi, en tant que soutien, en tant que pousseurs, pour les aider à faire à réaliser leurs rêves, à faire ce qui leur plaît. Du coup, on n'a pas répondu à la question. Voilà. Est-ce que d'autres gens ont des questions, peut-être? Ouais. C'est peut-être un constat où je sais pas trop, mais du coup, moi, j'ai pas grandi en France, et j'ai pas du tout senti de censure par rapport à ça, par rapport aux femmes dans les sciences, ni quoi que ce soit. Du coup, ça me fait un peu bizarre quand j'entends vos témoignages, et je me demandais, est-ce que c'est peut-être une différence de culture, ou enfin, j'essaie juste de comprendre, je vois pas comment ça se fait. Non. On va dire qu'en France, jusqu'à très très récemment, c'est-à-dire au siècle dernier même, les femmes, elles étaient bonnes à rester à la maison, mère au foyer. Même dans les années 50, une femme ne faisait pas d'études supérieures. Elle apprenait à l'école à être mère au foyer, à faire à manger, à savoir coudre, à s'occuper d'un bébé, pendant que les garçons, eux, apprenaient la science, l'anatomie, la physique, et à être, par exemple, mécanicien. Et voilà, les femmes n'avaient pas d'opportunité. Ça a été très long et un chemin très dur pour qu'elles gagnent leurs droits aussi, comme les droits de vote aussi. Et c'est un chemin très laborieux qui, même maintenant, on continue voilà, à jouer des coudes. Et comme c'est une époque assez récente, il y a encore voilà, ce passé qui apparaît, où par exemple, on peut croiser, rien qu'à la fac, quand nous on est juste jeunes étudiantes, on peut croiser un vieux professeur qui va nous sortir un vieux préjugé qui sort de nulle part en mode ah bah de toute façon les femmes et l'électronique ça fait deux, vous savez pas faire. C'est un peu léger quand on nous dit ça, on est un TP, bon d'accord merci, mais bon voilà. Et je crois qu'il y a vraiment une différence en fonction des cultures, etc. Parce que, enfin, je ne sais pas si ça y est, tu veux témoigner par rapport à ça, mais tout à l'heure, tu m'as dit, oui, si on avait fait un événement sur les femmes au Japon, il n'y aurait que des femmes qui seraient venues et aucun garçon. Est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment une grosse différence de culture par rapport à ça, par rapport à d'où tu viens, sur la place des femmes, etc. Oui. Oui, par exemple, au Japon, c'est encore difficile de trouver un maître de conf ou professeur pour la science. Par exemple, moi, j'ai fait un master en grande université, mais j'étais dans le département de géophysique, donc c'est pas seulement plasma spatial, mais aussi météorologie, et volcanique, les choses comme ça. Et je pense qu'il y a 50 professeurs, aucune femme, vraiment.
Et aussi, lycée, collège, normalement, en sciences, c'est un homme qui maîtrise. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être au Japon, les choses vont changer, mais moins vite. Mais en France, c'est beaucoup mieux, non? Ouais. Oui, c'est un peu mieux. Ouais. Mais il ne faut pas oublier... Moi, je veux dire beaucoup mieux, mais... Il ne faut pas oublier, comme tu le disais, au siècle dernier, alors c'est vrai que ça fait vieux, en fait c'était juste il y a 60 ans. À peine entre 50 et 60 ans, hein, puisque c'est entre 1960 et 1970, que les femmes ont eu le droit de vote, en France, je parle en France, elles ont eu le droit de vote, elles ont eu le droit d'ouvrir un compte bancaire toutes seules. Parce qu'avant, elles n'avaient pas le droit, il fallait demander au mari. Et elles ont eu le droit d'avoir un travail toutes seules sans demander au mari. Donc c'est pas vieux du tout. Moi, je suis née en 67. Donc en fait, je suis arrivée juste à peu près au moment où les femmes ont commencé à avoir un tout petit peu d'autonomie. C'est pas vieux du tout. On se rend pas bien compte aujourd'hui que tout ça, ce changement est quand même assez récent. Alors il y a des pays où le droit de vote des femmes remonte à beaucoup plus longtemps, où les femmes ont eu leur place beaucoup plus libre, avec des sociétés aussi qui sont un petit peu plus matriarcales que patriarcales. Il y a des pays comme ça, où l'équilibre est depuis beaucoup plus longtemps. La France est un peu en retard, on est souvent en retard sur pas mal de choses, faut pas oublier. Ou alors on copie les mauvaises idées plus rapidement, ça aussi. Mais je pense qu'il perdure encore ce système-là, que les filles sont moins opérationnelles, sont moins bien. Alors ça change, hein. Regardez par exemple au niveau du bricolage. Pendant très longtemps, on a regardé que les hommes, pour tenir une perceuse, pour faire des trous dans un mur, pour poser du carrelage, etc. Et puis à un moment donné, ça a commencé à changer il y a une vingtaine d'années. Et les magasins de bricolage ont très bien compris. Très bien compris, parce qu'ils se sont mis à faire de la pub dans tous les sens pour les femmes. Ils ont créé des outils pour les femmes. Et maintenant, quand une femme rentre dans un rayon de bricolage, elle est mieux accueillie qu'un homme. Parce qu'on sait que qui va décider pour acheter et refaire toute la maison, c'est la femme. Et en plus, elle bricole. Donc, on va pouvoir tout lui vendre. Donc, ça change plus ou moins vite selon les secteurs. Mais il est vrai que la France a gardé cette séparation et ce regard un peu biaisé, peut-être plus longtemps que d'autres pays. Après, je voulais rajouter, en France, là, on est en train d'un peu faire bouger les choses sur la place des femmes dans les sciences. Mais par exemple, aux États-Unis, à la NASA, eux, ils sont sur un tout autre combat maintenant. La place des femmes, c'est acquis. Enfin, en tout cas, dans les sciences, il n'y a pas de souci. Mais à la NASA, ils sont à fond sur ce qu'ils appellent le DIE, c'est diversité, inclusion, équité. Et eux, c'est un peu comme la loi qui disait le monsieur dans l'administration, avoir la parité. Eux, ils se doivent, à la NASA, ils publient des graphiques. Alors en France, c'est complètement interdit de publier des graphiques sur l'origine ethnique de nos employés. Mais ils le font, pour eux c'est un combat de montrer qu'il y a des gens qui arrivent de n'importe où, qui travaillent dans leur entreprise, et plus on est nombreux, plus on est fort en fait, plus on est nombreux à avoir vécu des choses différentes, parce qu'avec une culture différente et tout, plus on a des façons de penser différentes, et quand on s'associe, ça cartonne quoi. Et en France, nous, on est vachement arriérés là-dessus. Et en faisant partie d'une équipe du coup NASA, ils nous ont demandé à nous, à Supercam, de faire un bilan, enfin d'avoir cette discussion au sein de l'équipe. Et en fait, discuter entre Français de choses comme ça, et on n'est franchement pas prêts. Parce que pour nous, alors je dis nous de manière générale, quoi, mais quand on parle de ça, alors diversité, c'est pas que l'origine ethnique, c'est pas que la religion, c'est aussi le sexe, l'orientation sexuelle, etc. Et quand on parle entre Français, ou en tout cas dans mon équipe, je pense pas que ce soit biaisé dans mon équipe. Le premier retour qu'on a, en fait, les gens ils disent non mais nous, s'il y a un homosexuel dans l'équipe ou une personne de telle religion, je m'en fiche. Qu'est-ce que ça nous change à nous?
Et en fait, c'est une question qu'on se pose même pas en fait en France. Et je pense que ça va arriver en fait. Parce que c'est très bien de s'en fiche, enfin, ça veut dire qu'on est ouvert, je pense, en fait, peu importe les préférences des uns et des autres, sauf qu'en fait, pour que tout le monde se sente le bienvenu dans une entreprise, il faut savoir les besoins de chacun, en fait. Donc c'est pas mettre une étiquette, enfin en France on se dit on s'en fiche les uns les autres, chacun fait ce qu'il veut, on s'en fiche, on veut pas mettre une étiquette sur le front des gens. Mais aux États-Unis, c'est pas dans le sens mettre une étiquette, c'est si chacun est identifié, certes, tout le monde a le plus de chances de bien se sentir dans son travail ou dans son équipe, et comme ça tout le monde est content. Et comme on est tous très différents, et ben on fait un truc super, quoi. Et voilà, en France, on est encore au stade la place des femmes, mais voilà, il n'y a pas que ça, quoi. On est un peu en retard quand même. Bon, je pense que c'était du coup la dernière question, parce que j'ai regardé l'heure, on va bientôt nous donner un coup de pied au derrière, ça continue. Mais avant tout ça, voilà, je tenais vraiment à vous remercier de nous avoir répondu à toutes nos questions, de nous avoir vraiment partagé votre parcours, votre évolution et tout simplement vos idées et votre expérience globalement. C'est toujours très intéressant de voir tous les parcours différents qui puissent exister, en sachant que voilà, il en existe aussi bien d'autres. On ne pouvait pas inviter toute la Terre. Et je me remercie bien sûr tout le public et aussi notre régisseur d'avoir été là ce soir. On voulait remercier Nicolas André qui a permis certains déplacements. Donc merci à lui d'avoir financé ça parce que sinon on aurait des gens qui n'auraient pas pu être là. Et on voulait remercier aussi tous les bénévoles qui ont aidé à organiser cet événement, des gens qui sont membres actifs de l'association et qui permettent de rendre les choses possibles.